Ravie de prendre la parole dans cette série de controverses et de poursuivre un petit peu cette série. On va revenir un petit peu dans le passé par rapport aux neutrinos pour parler donc d'une controverse du milieu du 19e siècle qui est loin d'être la première controverse sur la génération spontanée. Alors, ce dont on va parler, Bruno a introduit un petit peu le sujet, c'est effectivement, est-ce que des organismes, des êtres vivants peuvent naître sans parents. Cette question va avoir été abordée un certain nombre de fois dans l'histoire, et celle qui est restée la plus marquante est sans doute la dernière, qui va opposer donc deux personnages, Félix Archimède Pouchet d'un côté et Louis Pasteur de l'autre. Donc, nous avons aujourd'hui sur le ring nos deux personnages. Pasteur, que la plupart d'entre vous connaissent sans doute au moins de nom, pour ses diverses réalisations au cours du XIXe siècle, pour entre autres le vaccin contre la rage, pour peut-être ses travaux de chimie, où il a mis en évidence un phénomène qu'il a appelé chiralité moléculaire, pour un principe auquel il a laissé son nom, utile pour l'alimentation, la pasteurisation, ou pour l'Institut Pasteur, évidemment. Et puis, Félix Archimède Pouchet. Alors, j'ai mis Louis Pasteur et Félix Archimède Pouchet sur le ring, mais non, je devrais mettre Louis Pasteur et Félix Archimède Pouchet sur le ring. Au moment où nous parlons, nous sommes en 1859. Louis Pasteur n'a pas encore 37 ans, puisqu'il les aura que le 27 décembre. Et Félix Archimède Pouchet, lui, a fêté ses 59 ans. C'est plutôt lui qui a l'autorité à ce moment-là. C'est Philippe Pouchet, donc c'est un naturaliste. Il est directeur de l'IHU Marseille. Il est directeur du Muséum d'histoire naturelle à Rouen. Il a fait un certain nombre de travaux importants dans le domaine du naturalisme, entre autres sur la capacité de reproduction des animaux, sur la formation des œufs, sur aussi un peu la parthénogenèse. Il est bien assis, il publie beaucoup. Et à côté de ça, nous avons Louis Pasteur, qui est à l'époque un jeune chimiste brillant. Il a, au cours de ses études à l'école normale, pendant sa thèse, mis en évidence donc, ce que je vous appelais, qui s'appelait la chiralité, donc la capacité de certaines molécules à dévier la lumière dans un sens ou dans l'autre, et à montrer une symétrie dans certains cristaux. Et puis, il a progressé, il est unanimement considéré comme brillant. En 1859, il vient juste de revenir de Lille, dont il était doyen de la toute jeune université depuis quelques années, et il a pris ses fonctions comme directeur des études et administrateur à l'École normale supérieure. Ce n'est plus vraiment un poste de recherche, même s'il continue à avoir une activité de recherche, ce n'est pas dans ses missions, contrairement à Félix Pouchet, qui dispose d'un laboratoire au Muséum d'histoire naturelle de Rouen. Donc, 1859, c'est un petit peu le début de notre histoire, même si je remontais dans le temps. En 1859, c'est ce qui fait date, c'est entre autres la publication par Félix Pouchet d'un traité, d'un traité qu'il appelle sur l'hétérogénie ou sur la génération spontanée, où il va prétendre avoir démontré par un certain nombre de preuves expérimentales que des animaux, enfin des infusoires plutôt, donc des organismes unicellulaires de très petite taille, du type de ceux que vous pouvez voir dans l'eau des vases, si vous laissez vos fleurs trop longtemps dans le vase, peuvent apparaître par génération spontanée à l'intérieur de ces liquides. Et si je choisis le début du débat en 1859, c'est que Pasteur avait publié une note à l'Académie des sciences qui a intéressé Pouchet
en lien avec ce sujet-là. Pouchet a écrit à Louis Pasteur, et Louis Pasteur, ici, lui répond, donc je vous ai mis le début et la fin de sa lettre, où il le remercie de lui avoir écrit, de considérer que ses travaux pouvaient avoir un lien avec ses travaux sur la génération spontanée, qui lui fait beaucoup d'honneur, et où Pasteur est relativement prudent en lui répondant, en lui disant qu'il n'est pas forcément digne, enfin que ses expériences ne sont pas suffisamment abouties pour être dignes de conclure, et que c'est que très très accidentellement dans ses études. Alors pourquoi Louis Pasteur et Félix Pouchet vont être engagés? Donc, ah oui, j'ai un petit zoom. Donc Louis Pasteur, Félix Pouchet, donc, qui est celui que vous connaissez mal dans l'histoire, donc quand il signe ses livres à l'époque, il se représente directeur du Muséum d'Histoire naturelle de Rouen, professeur de l'école de médecine, membre de la Légion d'honneur, de l'Ordre impérial du Lion et du Soleil, de société philomatique, de société... Bon, il a un CV long comme le bras, il n'hésite pas à en faire étalage, disons-nous. Et à l'époque, du moins, on a vraiment deux styles assez opposés, même dans la manière de rédiger la science d'un des auteurs et de l'autre. Félix Pouchet, alors ici on a un morceau de la préface sur son hétérogénie, ou traité de la génération spontanée, dans lequel on voit que une constante chez les deux, c'est de mettre l'expérience au cœur de leur recherche. Mais Pouchet commence, lorsque par la méditation, alors disons plutôt par la réflexion, il s'est convaincu que l'hétérogénie existait, il va se mettre à essayer de la prouver expérimentalement, et voilà, jusqu'au moment où l'expérience est enfin venue, l'action, ça n'a pas marché, jusqu'au moment où l'expérience est enfin venue la sanctionner de toute son autorité. Et Pasteur, à côté, si on lit sa manière d'écrire, c'est toute la prudence scientifique. Alors ici, ce n'est pas son introduction à lui, c'est plutôt sa conclusion d'un écrit dont je vous parlerai plus tard sur les générations spontanées, où il vient de faire toute une démonstration scientifique et il conclut en disant « Bon, je vous ai montré ça, mais attention, voilà les limites de ce que je vous ai montré. Voilà ce à quoi ça ne s'applique pas, voilà ce que je n'ai pas démontré, voilà tout ce sur quoi ce que j'ai fait ne permet pas de conclure, même si ça permet de conclure sur autre chose. » Et donc il va incarner une forme de rigueur et de prudence sur sa manière d'interpréter ses résultats par rapport à un Pouchet qui est très affirmatif. Alors avant d'aller plus loin, reposons quand même un petit peu les définitions de ce dont on va parler aujourd'hui, puisque j'ai déjà introduit un premier terme en plus de génération spontanée, qui est hétérogénie ou hétérogénèse, dit-on plutôt maintenant. Donc la génération spontanée, si on prend la définition par exemple de Pouchet, qui est tout à fait convenable, c'est la production d'êtres organisés nouveaux, dénués de parents, et d'où tous les éléments primordiaux ont été tirés de la matière ambiante. Cette définition se rapproche de toutes celles des physiologistes modernes, etc. Mais qu'est-ce qu'on entend par matière ambiante? Il va y avoir plusieurs types de définitions de la génération spontanée en fonction du type de matière à partir duquel on pense que les animaux peuvent apparaître tout seuls. La théorie de l'hétérogénèse prétend que des cellules, des micro-organismes peuvent apparaître à partir de débris organiques. Tandis que la biogénèse pense que ça peut se créer du néant du moment qu'on a de la matière, y compris de la matière totalement minérale, inorganique, qui n'a jamais eu la vie. Donc Pouchet, lui, ça va être dans les tenants de l'hétérogénèse, c'est-à-dire il pense qu'on peut avoir de la matière organique, des débris d'anciens êtres vivants morts, et qui vont redonner de la vie. Ce n'est pas non plus de la ressuscitation ou de la résurrection. Pouchet va entre autres écrire un traité niant la résurrection et la ressuscitation. Et à l'opposé de ça, les personnes qui vont être opposées à la théorie de la génération spontanée vont être affublées du terme de panspermisme, c'est-à-dire que tout organisme provient de germes préexistants, et donc ça veut dire qu'il devrait y avoir des germes de micro-organismes qui traînent un petit peu partout et qui viennent contaminer chacune des préparations. D'où ce terme de panspermie. Les micro-organismes viennent contaminer. Donc, avant 1858, ce débat est venu régulièrement
dans la littérature. Il a un petit peu évolué depuis l'Antiquité. Donc initialement, Aristote avait évoqué qu'un certain nombre d'animaux, y compris les souris ou les anguilles, pouvaient naître comme ça du néant, éventuellement de chiffons sales, etc. C'est une idée qui a plutôt été mise en berne assez rapidement, mais qui a perduré, entre autres, par exemple, Van Helmont, un chimiste belge du XVIIe siècle, prétendait que si on mettait dans une urne du blé et qu'on la bouchait avec un chiffon sale, alors on verrait apparaître des souris en quelques semaines. Cette idée a été réfutée par Francesco Redi, non pas sur des organismes tellement gros que des souris, où là, personne n'y croyait vraiment, mais plutôt sur des animaux. Alors on était passé à l'étage en dessous des animaux en termes de taille, sur des animaux du type des insectes, où Redi va montrer que si la chair pourrit et qu'il y a des asticots qui se développent dedans, c'est parce que des mouches y ont pondu leurs œufs et qu'il suffit de mettre une gaze autour de la chair pour fermer le bocal, pour que les mouches ne puissent plus pondre leurs œufs et qu'il ne se développe plus d'asticots dans la chair. Et là, on va passer encore à des organismes plus petits. Pourquoi ? Parce qu'à peu près au moment où Francesco Redi le réfute pour les insectes, Van Leeuwenhoek invente le microscope et on commence à voir des petits organismes dans un certain nombre de solutions, donc des infusoires, des levures, tout un tas de micro-organismes qu'on ne pouvait pas voir avant à l'œil nu. Et ces micro-organismes, il y en a un certain nombre qui n'ont pas d'œufs, qui n'ont pas de reproduction sexuée, et donc on se demande bien comment ils se divisent. Ce n'est pas forcément évident de les prendre sur le fait au moment où ils sont en train de se reproduire. Et donc comment apparaissent-ils ? D'où viennent-ils ? Donc la question se déplace vers eux. Est-ce que les infusoires apparaissent par génération spontanée ? Au XVIIIe siècle, il y a différentes expériences qui vont essayer de trancher cette question. Et un prêtre catholique, John Needham, va faire les premières expériences qui consistent à chauffer le mélange, en se disant, si je chauffe le mélange, je tue tout ce qu'il y a dedans. Donc s'il se développe quelque chose, c'est qu'il y aura eu génération spontanée. Et donc il voit se développer des infusoires et des animalcules dans des mélanges qu'il avait préalablement chauffés et bouchés avec du liège. Donc il dit, non, il y a génération spontanée. L'italien Lazzaro Spallanzani va réfuter ceci en montrant que, non, de son côté, il va faire bouillir, en prenant beaucoup plus de précautions, 1 heure dans un récipient hermétiquement clos, mieux clos qu'avec du liège, différentes solutions organiques, et dans ce cas-là, il ne voit aucune infusoire se développer. Donc Lazzaro Spallanzani dit non, il n'y a pas de génération spontanée. Mais Needham lui dit, je ne suis pas sûr qu'on puisse conclure avec ton expérience. D'une part, tu as tellement chauffé que, évidemment, tu as altéré la matière organique. Si vous prenez un œuf et que vous le faites cuire, vous voyez bien que le blanc de l'œuf, il n'est plus de la même nature qu'avant la cuisson. Donc, les substances infusées peuvent être altérées, et c'est pour ça que la vie ne peut plus venir dedans. Vous avez enlevé la force végétative, et non pas le germe. Ou bien, vous avez corrompu l'air qu'il y a dans les fioles, et donc c'est hermétique, donc vous savez plus à quoi ressemble votre air. Si ça se trouve, il n'a plus la même composition qu'avant, il est corrompu, il ne peut plus donner la vie. Et ça, c'est assez difficile à réfuter. Entre-temps, l'expérience de Spallanzani a inspiré Nicolas Appert, qui invente la conserve. Pour conserver les aliments, chauffons-les, mettons-les dans un récipient hermétique. Et le chimiste Gay-Lussac montre que dans ces conserves, il n'y a pas d'oxygène. Comme il n'y a pas d'oxygène, des gens comme Needham peuvent dire, et voilà, vous comprenez pourquoi il n'y a pas de développement. C'est parce qu'il manque de l'oxygène, c'est pas parce que vous les avez chauffés. Donc il y aurait de la génération spontanée si vous apportiez de l'oxygène. Donc Theodor Schwann va apporter de l'air neuf au dispositif. Donc il s'arrange pour faire rentrer de l'air qui a été préalablement chauffé au rouge puis refroidi dans le dispositif pour qu'il y ait un apport constant d'oxygène. Et il dit la vie n'apparaît toujours pas, donc ce n'est pas l'oxygène qui faisait défaut. Ensuite, il va y avoir un certain nombre d'expériences qui permettent plus ou moins de trancher, elles ne sont pas toutes très très concluantes, et donc on s'enlise un petit peu en ce début du 19e siècle sur cette question. Le résultat des courses est à peu près, au moment où on s'empare de la question, qu'il existe dans l'air un principe
qui occasionnent la putréfaction, que la chaleur peut détruire, mais la nature de ce principe, est-ce que c'est des germes microscopiques, est-ce que c'est un principe chimique inconnu, ou est-ce que c'est un fluide vital, quoi que ce soit, on ne sait pas. Du moins, c'est difficile de trancher. Et donc, Félix Pouchet va se permettre d'utiliser ce petit doute existant sur l'état de l'art pour ouvrir devant l'Académie des sciences un débat considéré comme clos, en envoyant d'abord 2 notes à l'Académie des sciences, puis le traité dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'hétérogénie, où il dit qu'il a fait des expériences très sérieuses sur des infusions de foin et qui montre que dans ces infusions de foin, avec toutes les précautions de stérilité qu'il a prises, il y a toujours génération spontanée. Donc c'est des infusions qui ont été, ça peut être important pour la suite, chauffées à 100 degrés dans un ballon hermétique, en présence soit d'oxygène pur qu'il a amené de manière hermétique dans le dispositif, ou bien d'air artificiel, donc un mélange d'oxygène et d'azote synthétique, et de rien d'autre. Donc ces expériences sont réalisées sur une cuve à mercure, donc le ballon est plongé à l'envers dans une cuve à mercure et on introduit tout dedans par en dessous, le mercure servant, en étant un liquide très lourd, à garantir l'herméticité entre l'air extérieur et puis le reste de la préparation. Et malgré toutes ces précautions, systématiquement, M. Pouchet voit apparaître différentes moisissures, différents protozoaires ou des bactéries à l'intérieur de ces préparations. Donc, il en conclut à l'hétérogénèse. Quand je fais une infusion de foin, de matière organique, il y a systématiquement des micro-organismes qui se développent et ils ne viennent pas de l'air extérieur puisque je n'ai mis que de l'air artificiel. Ça trouble un peu l'Académie des sciences. Ils sont très agités. Dans la séance suivante, celle où Pouchet a envoyé sa note, il y a 5 ou 6 académiciens qui se prononcent pour démonter entièrement les expériences de Pouchet en essayant de trouver où il a pu se tromper dans ses expériences. Donc en particulier, est-ce qu'il a chauffé suffisamment son infusion de foin, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des organismes qui ont résisté à l'ébullition, ou bien en rapportant des expériences personnelles qu'ils avaient faites sur ce sujet-là, très contrôlées et où ils n'avaient pas vu de génération spontanée, ou bien en rapportant des expériences qu'ils avaient faites sur le fait que oui, il y a dans l'air des poussières qui peuvent potentiellement être des germes et qui pourraient contaminer les préparations. Bon, ici, c'est un petit extrait d'un de ces académiciens, Henry Milne Edwards. Je l'ai mis parce que j'aime bien une des choses qu'il dit dedans. Souvent, on ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui remonte au XIXe siècle, enfin déjà à l'époque, au XIXe siècle, on y accordait beaucoup d'importance. C'est qu'avant de communiquer quelque chose, on reproduit un grand nombre de fois les expériences pour s'assurer que ce n'est pas juste qu'on a fait une fois une expérience qui a donné un résultat un peu surprenant, mais qu'elle est reproductible. Donc, Félix Pouchet n'est pas très content de se faire recevoir comme ça. Il réplique à la séance suivante en démentant la plupart des objections qui lui sont faites. Entre autres, il met le doigt sur le principal problème, qui est que ce qu'on lui reproche le plus souvent, c'est qu'il peut y avoir un problème de fuite dans son dispositif, qu'il y aurait des germes extérieurs qui rentreraient dans ces expériences. Et il dit, mais dans ce cas-là, je devrais trouver les mêmes germes dans mon laboratoire, dans tout ce qui traîne, dans tous les bocaux qui sont ouverts à l'air libre, et dans mes expériences contaminées. Or, ce n'est pas les mêmes germes que je trouve dans un cas et dans l'autre. C'est un des arguments qu'il utilise. Et l'autre, c'est, mais s'il y avait vraiment des contaminations comme ça tout le temps, on devrait être dans un air opaque. Si les germes sont capables de, dès qu'on a une toute petite fuite, vous imaginez la densité de germes qu'il devrait y avoir dans l'atmosphère pour que ça se produise. Et puis, il relève aussi quelques incohérences entre ce que disent les académiciens. Par exemple, certains qui prétendent qu'ils n'ont jamais vu leurs infusions se troubler en les ayant juste portées à l'ébullition, et d'autres qui prétendent qu'il y a des organismes qui résistent jusqu'à 120 degrés. Donc, il les met aussi devant des problèmes de certaines de leurs expériences ne sont pas concordantes entre elles.
Et donc, dans les mêmes temps, 14 février 1859, Louis Pasteur communique sur un autre sujet, sur le sujet qui l'intéresse à l'époque, qui est la fermentation lactique, une contribution à l'Académie des sciences qui va interpeller sur ce sujet. À l'époque, Louis Pasteur donc, travaille depuis quelques années sur les fermentations, et une des choses qui l'intéresse et qui n'a pas été étudiée jusque-là, c'est le rôle des ferments, et en particulier des micro-organismes vivants, des levures, dans la fermentation. Et ce qu'il pense, c'est que pour chacune des fermentations, par exemple la fermentation alcoolique ou la fermentation lactique, il y a un micro-organisme spécifique qui est responsable de cette fermentation. Et ceci l'amène à essayer d'avoir une compréhension beaucoup plus fine des phénomènes de fermentation que ce qui s'était fait jusque-là, et à faire des expériences extrêmement contrôlées sur le nombre de micro-organismes, l'unicité du micro-organisme qu'il y a dans ces expériences. Et la conclusion de l'article qu'il a transmis, où il a essayé ici d'identifier la fermentation lactique à partir d'un mélange très contrôlé de sucre en solution et de quelques autres espèces azotées, est que le rapporte à la génération spontanée, où il dit que la levure lactique, donc le ferment lactique qu'il y avait dans son expérience, était uniquement due à l'air atmosphérique, parce que si jamais il faisait venir de l'air chauffé au rouge, alors il n'y avait pas de fermentation lactique. Il conclut sur ce point, la génération spontanée a fait un progrès. L'Académie des sciences interprète ceci comme allant contre l'hypothèse de la génération spontanée. Félix Pouchet, lui, l'interprète en faveur de l'hétérogénie et dit qu'il n'y a jamais eu de preuve aussi convaincante que l'hétérogénie existe. Comme quoi on peut lire parfois un même texte de manière très différente. Donc, il écrit à Louis Pasteur lui répond avec la lettre dont je vous ai donné le début et la fin tout à l'heure, et au milieu de cette lettre, Louis Pasteur, qui était donc très très humble, etc., se permet quand même de lui suggérer de modifier un petit peu son plan expérimental et de lui dire que s'il expérimentait autrement, probablement que sa question sur l'hétérogénie serait résolue, autrement dit qu'il ne verrait pas de développement d'infusoire. Mais il a toujours cette forme de prudence dans ses écrits, et quand on lit à nouveau ce qu'il écrit, je me hâte de le dire, lorsqu'à la suite de ces expériences que je viens d'indiquer, vos adversaires prétendent qu'il y a dans l'herbe des productions organisées, les germes des productions organisées des infusions, ils vont au-delà des résultats de l'expérience. C'est pas ça qu'on peut conclure des expériences qui ont été faites jusque-là. La seule chose qu'on peut conclure, c'est il faudrait dire, en effet, qu'il y a dans l'air commun c'est pas ça. Il devrait dire simplement qu'il y a dans l'air commun quelque chose qui est une condition de la vie, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est un germe. Et là, il ouvre la question, il dit, à mon avis, monsieur, la question est entière et toute vierge de preuves décisives. Qu'y a-t-il dans l'air qui provoque l'organisation? Est-ce que c'est des germes? Est-ce que c'est un corps solide? Est-ce que c'est un gaz? Est-ce que c'est un fluide? Est-ce que c'est un principe tel que l'ozone? Tout ça est inconnu et invite à l'expérience. Et il ouvre le débat, il ouvre la question, et d'une certaine manière, à ce moment précis de l'histoire, on n'a pas Pasteur contre Pouchet. On a l'Académie des sciences qui est dans une controverse contre Pouchet. Et on a Pasteur qui s'invite je ne sais pas si on peut dire en arbitre, plutôt en éclaireur, oui, peut-être en arbitre, mais ce n'est pas tellement lui qui est l'opposant ici. C'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de neuf, au moins des questions, et peut-être une ouverture d'esprit sur le sujet, du moins dans la manière dont il l'écrit. Et d'ailleurs, Pouchet va pas forcément se formaliser, probablement qu'il se formalise du milieu de la lettre où on lui dit qu'il manipule comme un sagouin, ça c'est possible, mais dans son traité sur l'hétérogénie, une des choses qu'il écrit, c'est qu'il interprète sa lettre pas du tout de la manière dont Pasteur l'a écrite. Il dit qu'il n'y a pas que l'expérience de Pasteur est une démonstration parfaite en faveur de l'hétérogénie, et aussi que ce que Pasteur lui a écrit dans sa lettre, c'est qu'il n'y a pas plus de germes organisés dans l'air qu'il n'y a de germes de sulfate de soude, m'écrivait un des chimistes qui honore le plus le pays. Donc lui, il dit, non, Pasteur m'a écrit qu'il n'y a pas de germes organisés dans l'air, ce qui n'est pas du tout ce que Pasteur écrit. On peut déformer un petit peu les propos de l'autre, ça fait partie du jeu. Donc l'Académie, qui donc, comme je l'ai dit, avait été un petit peu héritée
par ces affirmations de Pouchet, décide de mettre un prix à quelqu'un qui va apporter une preuve expérimentale décisive qui permette un petit peu de trancher cette question qui reste peu compréhensible jusqu'ici. Et donc essayer par des expériences bien faites de jeter un jour nouveau sur la question des générations spontanées. C'est ouvert en 1860 et il faut répondre avant 1862. Donc Pasteur va se retrouver engagé d'une certaine manière, on sent que c'est une question qui l'intrigue, c'est probablement aussi un moyen pour lui de mettre un pied dans la porte de l'académie, où il a un certain nombre d'amis, mais où il aimerait surtout bien rentrer en tant qu'académicien depuis quelque temps, et donc se faire bien voir n'est pas forcément une mauvaise idée. Et donc il va présenter successivement différents résultats avançant sur ce sujet de la génération spontanée. Il va les publier 2 fois, dans les Annales de sciences naturelles d'une part, ou bien dans les Annales de chimie et de physique, et envoyer sa publication à l'Académie pour répondre au concours. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que raconte Pasteur à ce sujet, dans les diapositives qui suivent, et avant, sa manière à lui de poser le sujet à traiter, qui va peut-être différer un petit peu de la manière dont Pouchet ou dont l'Académie l'avait abordé jusque-là. Donc, pour lui, la question est de savoir s'il y a des circonstances dans lesquelles peuvent se produire des générations spontanées. Mais il ne va pas nier complètement qu'il puisse se produire une génération spontanée de manière absolue, parce qu'il dit ça, de toute façon, la preuve de l'absence, je ne peux pas la faire. Je ne peux pas faire toutes les expériences du monde et montrer que dans toutes les conditions jamais possibles, il n'y aura jamais de génération spontanée. En revanche, ce que je me propose de montrer, c'est que pour la plupart des cas où les personnes ont clamé qu'il y avait eu une génération spontanée, on peut montrer qu'il peut y avoir eu une contamination de leur expérience et que ce n'était pas une génération spontanée, mais une contamination. Donc, il se donne un objectif faisable, disons. La première partie de sa démonstration, ça va être puisque on pense que les expériences dites de génération spontanée sont en fait des contaminations dues à l'air, essayons de voir si dans l'air il y a ou pas des germes qui pourraient conduire à ces contaminations. Donc ici c'est un des petits dispositifs assez ingénieux qu'il a monté dans une fenêtre de l'école normale supérieure pour essayer de récupérer de l'air, de le faire passer au moyen d'un tube sur un petit coton qui va servir de filtre. Et ici, à la sortie du tube en T, il va y avoir un fil d'eau qui va servir d'aspiration, pour aspirer l'air qui va passer dans le tube, donc forcer l'air à rentrer dans le tube. Et donc on peut avoir un débit contrôlé d'un certain volume d'air qui va passer dans ce tube. Et puis, si jamais il y a des germes ou des poussières, elles vont rester emprisonnées dans le petit coton. Et ensuite, il va récupérer ce qu'il y a à l'intérieur du coton, dissoudre tous les composants minéraux qui accompagnent les poussières de l'atmosphère, et puis regarder ce qui reste une fois qu'on a dissous ces composants. Et il dessine ce qu'il voit. Et là, il ne se mouille pas trop, il dit, parmi ce que je vois, il y a des choses qui ressemblent fortement à des micro-organismes. Celui-ci, ça ressemble à une levure, par exemple. Ici, ça ressemble à des bactéries coques agglomérées entre elles. Il y a des choses qui ressemblent à des micro-organismes. Je ne vais pas vous dire que c'est des micro-organismes, mais ça y ressemble. Ensuite, il va, avec le même type d'expérience, essayer de montrer qu'il y a non pas des germes ou des potentiels germes dans l'air, mais est-ce qu'il y a des germes féconds dans l'air? Et donc, il va récupérer son petit bout de coton et il va le placer ici, dans le dispositif que je vais vous expliquer à l'instant. Alors, ce dispositif, il est constitué initialement d'un ballon dans lequel il y a eu une infusion de matière organique. Ce ballon, initialement, il a été bouilli et scellé. Donc, pour l'instant, il n'est pas en contact avec le reste du dispositif. Ici, il y a un tube en T qui est relié d'un côté à une pompe à vide qui va permettre de vider entièrement le dispositif de tout air tant qu'on veut, et de l'autre côté, un appareil calorifique par lequel peut être apporté de l'air au dispositif. Cet air va être chauffé au rouge, puis passer dans un tube où il y a un fluide d'eau continu qui va passer, qui va permettre de refroidir cet air afin qu'il arrive à une température ambiante à l'intérieur du dispositif et qu'il ne crame pas tout sur son passage. Donc, ce qu'on commence par faire, donc on a mis le petit tube avec du coton, il est là, ici, en T. On va faire passer plusieurs fois de l'air
chauffé au rouge, donc totalement stérilisé à l'intérieur de ce dispositif, et puis on va le réaspirer, on le fait passer, on le réaspire, on le fait passer, on le réaspire, ce qui fait que le coton ne contient plus que les poussières, les germes éventuels, et puis de l'air complètement stérile. Une fois qu'il a fait ça, Pasteur casse le dispositif ici, il casse le bout du ballon dans un caoutchouc ici, et il va faire tomber le tube à l'intérieur du dispositif. Donc là, on n'a rien d'autre que ce qu'il y avait dans le tube, de l'air parfaitement stérilisé, et puis notre ballon stérilisé. Et à l'intérieur de ça, Pasteur va voir se développer différents infusoires, à nouveau, un certain nombre de micro-organismes. Ce qui lui permet de conclure que non, ce n'est pas l'air qui a permis la contamination, c'est les germes qu'il y avait dans l'air. Ce n'est pas un autre fluide ou quoi que ce soit d'autre, c'est le germe. Et s'il fait la même expérience avec un contrôle, c'est-à-dire un coton dans lequel il n'a pas fait passer les poussières, ou bien de l'amiante qu'il a chauffé au rouge, eh ben, il ne va pas avoir d'obtention de ces micro-organismes qui poussent. Il fait une autre série d'expériences, cette fois-ci avec des ballons. Alors ici, il n'y a même plus de question de chauffer de l'air, on va faire rentrer de l'air normal dans les ballons. Mais on va le faire rentrer dans un dispositif particulièrement ingénieux, donc c'est ce qu'on appelle les expériences des ballons à col de cygne. Le col du ballon est étiré sous cette forme. Donc quand on va faire bouillir le contenu du ballon, le volume va augmenter, l'air va sortir, et puis au moment du refroidissement, l'air va pouvoir re-rentrer par le tube. Donc il y a un apport constant en air frais et en oxygène. En revanche, si jamais il y a des poussières dans l'atmosphère, elles se déposent dans le col de cygne du ballon avant d'atteindre la solution, et la solution reste parfaitement limpide et ne se trouble jamais dans ces conditions-là. Mais on peut montrer que cette solution reste propice à un développement de micro-organismes, parce que si on fait remonter le liquide dans l'anse, qu'on l'amène en contact avec ici, ensuite on fait le redescendre, alors elle va se contaminer, parce que les micro-organismes qui étaient restés piégés là vont se retrouver dans le ballon. Donc par cette expérience-là, il montre aussi que la contamination est liée aux germes qui étaient dans l'air et qui normalement rentrent directement dans le col du ballon quand on prend un ballon ouvert directement sur l'extérieur. Autre expérience particulièrement frappante de Pasteur, aussi peut-être frappante par sa mise en œuvre, c'est d'essayer de voir si tous les airs se valent. En effet, si c'est une sorte de fluide vital qu'il y a dans l'air et qui permet la génération spontanée, alors on devrait avoir la génération spontanée, quel que soit l'endroit, quel que soit l'air qu'on fait rentrer dans le ballon, ou si c'était juste l'oxygène. Alors, Pasteur va essayer de faire une expérience où il prend des ballons, alors cette fois-ci c'est plus des ballons de ce type-là, qu'il va chauffer, et puis quand il les a chauffés, il les a fermés quand ils étaient encore bouillants, donc il y a du vide à l'intérieur du ballon. Quand on va ouvrir le ballon, l'air va se précipiter à l'intérieur du ballon, entraînant éventuellement des germes. Et il se dit, il y a certains environnements dans lesquels il y a plus de poussière dans l'atmosphère, d'autres où l'air est plus pur, où il y a moins de poussière. En théorie, si mon hypothèse est juste, on devrait avoir moins souvent des contaminations des ballons si on ouvre les ballons dans un air pur que si on les ouvre dans un air contaminé. Et par exemple, s'il ouvre des ballons dans la cour de l'Observatoire de Paris, 11 sur 11 donne lieu à des cultures dans les ballons, et un seul si c'est ouvert dans les caves, donc dans un air beaucoup plus calme, avec beaucoup moins de poussière dans l'air. S'il le fait à différentes altitudes, près d'Arbois, 8 ballons sur 20 se troublent, sur un mont du Jura, seulement 5 sur 20, et à 2000 mètres d'altitude, à côté de la mer de glace, un seul des ballons se trouble, ce qui lui laisse penser, effectivement, quand on monte en altitude, on a un air plus pur dans lequel il va y avoir moins de micro-organismes, et donc je trouble moins mon air. Donc, alors que si ça avait été de la génération spontanée, n'importe lequel de ces endroits, il serait rentré de l'air et on aurait eu la même proportion de génération spontanée dans chacun des ballons. D'accord, mais alors pourquoi est-ce que Pouchet a systématiquement des contaminations ? Pasteur se permet d'avancer une des raisons pour lesquelles Pouchet a des contaminations dans ses expériences. Il dit ça vient de la cuve à mercure.
Le mercure, vous pensez que ça assure l'étanchéité avec le reste de vos systèmes, certes, mais votre mercure lui-même contient plein de poussière, et il démontre que le mercure liquide qu'on utilise au laboratoire contient un certain nombre de poussières, et dans ces poussières des germes, puisque s'il prend juste une goutte de mercure et qu'il la met de manière stérile dans un récipient, alors il se développe des micro-organismes. Donc ça explique pourquoi toutes les expériences de Pouchet sont toujours particulièrement bien positives. Donc, convaincu par l'ensemble de ces expériences, et même plus, je ne vous ai pas tout raconté, l'Académie des sciences décerne le prix Alain Berre à Louis Pasteur, lui remet la somme de 2500 francs, et dans la foulée, Pasteur est ravi d'être élu à l'Académie des sciences et de pouvoir rejoindre ses confrères. Est-ce que Félix Pouchet lâche l'affaire pour autant? Non. Félix Pouchet revient à la charge en disant moi je suis monté à 3000 mètres avec 4 ballons remplis d'infusion de foin et ils sont tous revenus contaminés après que je les ai ouverts. Donc il nous raconte des sornettes, monsieur Pasteur, c'est pas vrai, machin, tout ça. Je la fais courte parce que c'est pas exactement comme ça, mais à peu près. Louis Pasteur n'est pas très convaincu. D'une part, il pense toujours que M. Pouchet travaille tellement mal qu'il a probablement contaminé ses ballons lui-même, même à 3000 mètres d'altitude. Et d'autre part, il dit c'est quand même une question un petit peu de probabilité. Vous voyez bien que moi, sur la mer de glace, j'en ai quand même eu un qui a été contaminé. On ne peut pas exclure qu'il puisse y avoir des micro-organismes. Donc quand vous ne prenez que 4 ballons, ça ne fait pas assez pour conclure. Et donc, il leur lance un défi. Il dit, tant que M. Pouchet et puis ses 2 collaborateurs, Joly et Musset, ne pourront pas affirmer qu'en ouvrant dans une localité quelconque un grand nombre de ballons, préparés exactement selon les prescriptions de mon mémoire, donc il faut quand même prendre mon protocole à moi, il n'y en a pas qui se conservent intacts et que tout s'altère, ils ne feront que confirmer l'exactitude, la parfaite assertion de mon mémoire. Là, il y a probablement une petite incompréhension par moment, ou du moins la feinte d'une incompréhension entre Pasteur et Pouchet, entre la preuve de l'absence ou la preuve de la présence. Mais Pasteur renverse un petit peu son hypothèse initiale quand il disait je ne pourrais jamais vous montrer que la génération spontanée n'existe pas, n'existera jamais dans l'univers. D'ailleurs, elle vient d'exister au moins une fois, la génération, puisqu'on est là. Il le renverse en disant vous, inversement, vous ne pourrez jamais me prouver qu'elle se produit tout le temps. Parce qu'il suffit qu'une fois un ballon ne se contamine pas pour que je vous montre qu'il n'y a pas de génération spontanée. Et donc, il les prend au jeu en leur donnant ce défi, qui est un défi où en fait ils ne peuvent pas répondre. Il y aura forcément un jour un ballon qui ne va pas se contaminer. Et donc, Pouchet, Joly et Musset relèvent le gant, ils acceptent le défi et l'Académie nomme une nouvelle commission pour arbitrer les résultats de la nouvelle série d'expériences. Sans doute qu'en cours de route, ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça de répondre à ce défi-là. Ils reportent 2 fois les expériences qui devaient avoir lieu pour à nouveau reproduire les expériences de la Maladetta, donc à 3000 mètres d'altitude. Donc voilà. Dans le même temps, à Paris, il y a des débats animés, mondains. Pasteur devient un peu la coqueluche de Paris en termes de science, de sa manière extrêmement pédagogue de démontrer ses expérimentations et de pouvoir convaincre son auditoire de la réfutation de l'hypothèse de la génération spontanée. Donc, en particulier, est restée dans les annales une conférence aux soirées scientifiques de la Sorbonne, où il y a tout le gratin qui est réuni, et où on peut voir un petit changement dans la manière, dans la rhétorique de Pasteur par rapport à ses lettres très précautionneuses initiales, même s'il y a toujours la même rigueur, les termes changent. Par exemple, ici, il ne va pas vraiment hésiter pour séduire son auditoire à humilier un petit peu son adversaire. Reprenant l'analogie avec Van Helmont et ses souris, il va dire, je vais vous montrer chez Pouchet par où les souris sont entrées avant de parler de l'expérience du mercure. C'est un procédé extrêmement facile. Je vous ai fait rire tout à l'heure avec l'Institut l'IHU Marseille.
C'est exactement le même procédé. Je vous ai mis dans ma poche et je vous ai convaincu de qui était le méchant dans l'affaire. Pas qui était le méchant, mais je vous ai indiqué dès le début de mon exposé de quel côté il fallait se placer si on était du côté de la science, en ridiculisant Monsieur Pouchet par analogie avec un célèbre professeur marseillais. Autre chose qu'il fait, il devient grandiloquent. La vie, c'est le germe, et le germe, c'est la vie. Bon, je passe parce qu'il paraît que je suis en retard. Le rapport final de la commission de l'Académie donc, va finir par conclure à nouveau en faveur de Pasteur, aussi parce qu'il y a une nouvelle confrontation qui est organisée et que Pouchet refuse de faire quelque expérience que ce soit, avec des discussions interminables pour ne pas faire les expériences. Et donc on en reste là. C'est la génération spontanée est confirmée. Mais à cette occasion, on voit aussi comment la joute scientifique sort de l'arène, un petit peu dans les débats mondains, comme je vous l'ai dit à l'instant, mais aussi parce que, il n'y a pas que des intérêts scientifiques qui sont en jeu dans cette question de la controverse sur la génération spontanée. Il y a des intérêts politiques et religieux importants, en particulier d'un point de vue religieux, savoir la question des origines. Est-ce que ça a une importance pour la création originale divine. On est aussi dans une actualité où on vient de traduire Darwin et où l'Académie des sciences, en particulier M. Flourens, se porte en faux contre l'évolutionnisme de Darwin et il utilise les arguments de Pasteur pour dire que Darwin a faux. Bon, après, finalement, on se rendra compte que c'est tout à fait compatible, Pasteur et Darwin, c'est même plutôt assez bien compatible, mais à l'époque, on peut utiliser les arguments de l'un contre l'autre en disant, vous voyez bien, qu'il n'y a pas de génération spontanée et que par conséquent, il ne peut pas y avoir toutes ces créations, ces évolutions d'espèces comme ça. On a aussi des vues satiriques. Le débat de presse va être beaucoup instrumentalisé dans la controverse. Pouchet va beaucoup solliciter les journaux, mais les journaux aussi aiment bien tourner en ridicule les scientifiques. Ici, vous avez un petit exemple de ce ridicule, où la finesse de débat qui est utilisée sur savoir si on peut contaminer des infusions à l'aide d'une lime va être utilisée. Je ne sais pas où je suis revenue. Va être utilisé pour tourner en ridicule les scientifiques parce qu'ils s'intéressent à des futilités. Les débats sont souvent très mal placés. Ici, par exemple, Félix Pouchet qui écrit à un journaliste pour le mettre dans son camp. Alors ça, c'est assez fréquent dans les controverses qui sortent dans le débat public, de créer des clubs souvent utilisés dans le complotisme, par exemple, des clubs où on va flatter une personne dans son ego, lui faire prétendre qu'elle est un parfait génie comme soi, surtout on est très incompris des autres, et du coup on devient copain contre tous les autres. Et puis aussi tourner en ridicule son adversaire, je l'ai dit à propos de Pasteur contre Pouchet, mais c'était très largement le cas dans l'autre sens. Pour finir, la controverse est quand même scellée et rien n'a démenti les conclusions de Pasteur depuis. Ce qui a une certaine portée, évidemment, des implications scientifiques en microbiologie, en infectiologie, en chirurgie. S'il y avait génération spontanée, vous ne pourriez pas vous contenter de stériliser les instruments de chirurgie pour éviter qu'ils se produisent une infection pendant votre intervention chirurgicale, la pasteurisation évidemment, et puis des implications philosophiques et religieuses, je les ai évoquées un petit peu avant. Et a posteriori, par contre, où se place la controverse? La controverse se place entre autres sur l'interprétation des raisons qui ont poussé Pasteur et Pouchet à rentrer dans cette controverse, et surtout d'essayer de comprendre la psychologie de Pasteur. On a dit tout et son contraire à ce sujet, mais finalement, donc les controverses sont maintenant plus sur qu'est-ce qui a motivé cette controverse initiale. Et je terminerai en vous disant que si vous êtes intéressé par les questions qui touchent au vivant, il y aura à Paris en septembre la Biennale du vivant qui va s'ouvrir. C'est co-organisé par l'École normale supérieure, le Muséum d'histoire naturelle, les arts décoratifs en partenariat avec l'IB.